Chapitre 6. Premier mois de l'hiver, 4e jour. Renisambe avait pris l'habitude de monter au tombeau presque tous les jours. Elle y rencontrait parfois Yamose et Ori, parfois le scribe seul. Parfois aussi, il n'y avait personne. Mais toujours, elle trouvait là la même impression de paix et de soulagement. C'était pour elle comme une évasion. Ce qu'elle préférait quand elle se rendait au tombeau, c'était d'y trouver Ori tout seul. Elle aimait son air grave et aussi cette curieuse façon qu'il avait de sembler ne pas faire attention à elle quand elle arrivait. Elle s'installait dans l'ombre de la première chambre et là, assise, en serrant entre ses bras une de ses jambes repliées, elle laissait son regard errer sur les vertes cultures qui s'étendaient jusqu'au Nil, dont les eaux bleues pâles miroitaient au soleil cependant que, plus loin, les couleurs se fondaient dans une brume légère. La première fois qu'elle était venue là, il y avait déjà de cela plusieurs mois, c'était pour échapper à un monde où il n'y semblait ne plus y avoir que des femmes. Au tombeau, elle trouvait le calme et l'amitié, deux choses qu'elle aimait. C'était toujours ce même désir d'évasion qui l'y amenait, mais ce qu'elle fuyait maintenant, ce n'était plus seulement le tumulte incessant d'une maison pleine de femmes, mais aussi chose à la fois plus précise et plus inquiétante. Un jour, elle dit à Ori : « J'ai peur. » « Peur ? Renisambe ? Peur de quoi ? » Il parlait d'une voix grave et sérieuse. Elle réfléchit un bon moment avant de répondre. « Tu te souviens, Ori, de m'avoir dit qu'il y a un mal qui vient de l'extérieur et un autre qui croît à l'intérieur ? » ?»« Je me souviens. »« Tu parlais, m'as-tu expliqué ensuite, des maladies qui s'attaquent aux fruits et aux céréales. Mais j'ai réfléchi. Et je crois qu'il en va de même pour les gens. » Lentement, Ori hocha la tête. « Ainsi, tu as découvert ça. »« Je crois que c'est vrai, Renisambe. »« C'est, reprit-elle brusquement, ce qu'il se passe en ce moment-ci à la maison. Le mal est venu de l'extérieur. Et je sais qui l'a apporté. C'est Nofrette. »« Tu crois ? » ?»« J'en suis sûre et je sais de quoi je parle. » Ce jour-là, Ori, je te disais que rien n'avait changé et que tout était pareil, jusqu'aux querelles de Satipi et de Kate. C'était vrai. Seulement ces querelles, Ori, ce n'étaient pas de vraies querelles. Je veux dire par là qu'elles faisaient plaisir à Satipi et à Kate, qu'elles se disputaient beaucoup plus pour passer le temps que parce qu'elles avaient des greffes l'une contre l'autre. Maintenant, c'est toute autre chose. Elles ne se disent pas seulement des choses désagréables, elles cherchent à se faire du mal, à se blesser, et, quand elles y parviennent, elles sont contentes. C'est horrible, Ori, horrible. Hier, Satipi était dans une telle rage qu'elle a enfoncé une longue épingle en or dans le bras de Kate et, il y a 2 ou 3 jours, Kate a laissé tomber sur le pied de Satipi une grosse casserole en cuivre pleine de graisse bouillante. Et partout, c'est pareil. Satipi fait des scènes à Yamose jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Tout le monde les entend. Yamose en est malade. Il a l'air fatigué, traqué. Sobek, lui, va au village, s'amuse avec des femmes, revient en chantant, complètement ivre, et raconte aux uns et aux autres qu'il est plus subtil que n'importe qui. « Il y a du vrai dans ce que tu dis, » déclara Ori. « Mais en quoi Nofrette est-elle responsable de tout cela ? » « Tout cela arrive par sa faute. Ça commence toujours par des choses qu'elle dit, des choses qui n'ont l'air de rien.
car elle est très forte. Elle est comme l'aiguillon dont on se sert pour faire avancer les bœufs. Elle sait exactement ce qu'il faut dire, au point que je me demande souvent si ce n'est pas Énette qui lui souffle. « C'est bien possible, » dit Ori, pensif. Renissambe poursuivait. « Je n'aime pas Énette avec ses manières sournoises. Elle proclame qu'elle est dévouée à chacun de nous, mais personne ne veut de son dévouement. Comment se peut-il que ma mère l'ait amenée ici et qu'elle l'ait aimée ? Sur ce point-là, nous n'avons que la parole d'Énette. D'autre part, pourquoi Énette aime-t-elle tant Nofrette ? Pourquoi est-elle tout le temps derrière elle en train de lui murmurer des choses à l'oreille ? Oui, Ori, j'ai peur. Je déteste Nofrette et je voudrais la voir partir. Elle est belle, cruelle et mauvaise. » « Quel enfant tu fais, Renissambe !» De la même voix calme, il ajouta. « Voici justement Nofrette qui vient par ici. » Renissambe tourna la tête. Nofrette achevait sans se presser l'ascension du sentier abrupt qui escaladait la falaise. Souriante, elle fredonnait entre ses dents. Arrivée au tombeau, elle promena autour d'elle un regard circulaire. « Ainsi, dit-elle avec une curiosité amusée, c'est ici, Renissambe, que tu viens te réfugier tous les jours ?» Renissambe ne répondit pas. Elle éprouvait les sentiments de contrariété et de défaite d'un enfant dont la cachette favorite vient d'être découverte. Nofrette continuait à regarder autour d'elle. « Et c'est ici le fameux tombeau ?»« C'est cela, même, » dit Ori. Elle le dévisagea, un sourire ambigu sur les lèvres. « J'imagine que c'est pour toi une affaire très profitable, » reprit-elle. « On prétend que tu es un homme d'affaires remarquable. » Il y avait dans le ton une méchanceté ironique, mais Ori, très calme, se contenta de sourire et de répondre. « C'est une affaire profitable pour chacun de nous, Nofrette. La mort est toujours profitable. » Nofrette eut un petit frisson. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur la porte menant à l'intérieur du tombeau. « La mort !» s'écria-t-elle. « Je la hais !»« Tu as tort », déclara Ori avec son ordinaire placidité. « La mort est, en Égypte, la principale source de richesse. C'est la mort qui t'a acheté les joyaux que tu portes, Nofrette, et c'est à elle que tu dois ta nourriture et tes vêtements. » Elle le considéra avec stupeur. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire qu'Imhotep est un prêtre de Ka, un prêtre qui veille sur les morts, et que ses terres, son troupeau, ses bois, ses champs de lin et de céréales, tout cela ne lui a été donné qu'à charge pour lui de veiller sur ce tombeau. » Après une pause, il poursuivit, songeur. « Nous sommes des gens curieux, nous, Égyptiens. Nous aimons la vie et, très tôt, nous prenons des dispositions en vue de notre mort. C'est là que va la fortune de l'Égypte, en pyramides, en tombeaux et en fondations destinées à assurer leur entretien. » Nofrette intervint avec violence. « Cesse de parler ainsi de la mort, Ori. J'ai horreur de ça. » « Justement, parce que tu es une véritable Égyptienne. Tu adores la vie et, quelquefois, tu sens toute proche l'ombre de la mort. »« Arrête !» Elle se dressait devant lui, menaçante. Ori se tut. Haussant les épaules, elle lui tourna le dos et s'éloigna vivement par le sentier. Renissambe poussa un soupir satisfait. « Je suis contente qu'elle soit partie, Ori, » dit-elle avec une joie enfantine. « Tu lui as fait peur. » « Je le crois. » « Tu lui as fait peur. » « Je le crois. 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 »
Est-ce que je t'ai fait peur? À toi, Renisambe? Non. Renisambe n'en était pas très sûre et la réponse n'était pas venue sans hésitation. Tout ce que tu as dit est vrai, ajouta-t-elle. Seulement, je n'avais jamais regardé les choses comme ça auparavant. En effet, mon père est bien un prêtre de cas. Ori reprit avec une brusque amertume. L'Égypte tout entière, Renisambe, est obsédée par l'idée de la mort. Et sais-tu pourquoi? Uniquement parce que notre corps a des yeux, alors que notre âme n'en possède pas. Nous sommes incapables de concevoir une vie différente de celle-ci, la vie d'après la mort. Alors, cette vie ultérieure, nous nous la représentons comme une simple continuation de celle que nous connaissons. Nous ne croyons pas vraiment à un Dieu. Renisambe était stupéfaite. Comment peux-tu dire ça, Ori? Mais des dieux, nous en avons beaucoup, tellement que je ne saurais les nommer tous. Il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, nous nous amusions à dire quels étaient nos dieux préférés. Sobek ne jure que par Sekhmet. Kate ne cesse d'implorer Meskand. Et Kameni révère Thoth, ainsi qu'il est normal pour un scribe. Satipi est pour Horus à la tête d'Ébervier et aussi pour Mérésir. Yamos dit que nos prières doivent aller à Ptah parce qu'il est le père de toutes choses. Moi, j'aime Isis. Quant à Annette, elle adore le dieu local, Amon. Elle prétend qu'il y a des prophéties qui annoncent qu'un jour Amon sera le plus grand dieu de toute l'Égypte et elle lui fait régulièrement des offrandes maintenant, alors qu'il n'est encore qu'un petit dieu. Et il y a encore Ra, le dieu du soleil, Osiris, en présence de qui sont pesées les âmes des morts, et bien d'autres. Renisambe s'interrompit pour souffler. Ori lui souriait. Et quelle différence fais-tu, Renisambe, entre un homme et un dieu? Elle le regardait, interdite. Après réflexion, elle dit « Les dieux ont des pouvoirs surnaturels ?» Est-ce là tout? Je ne vois pas ce que tu veux dire, Ori. Je veux dire que, pour toi, un dieu c'est seulement un homme qui peut faire certaines choses qui sont impossibles aux hommes. Tu dis des choses étranges, Ori. Je ne te suis pas. Son visage reflétait une évidente incompréhension. Soudain, comme elle regardait vers la vallée, son expression changea. « Tiens, dit-elle, Nofret s'est arrêtée pour parler à Sobek. » Elle rit. « Oh !» Elle avait poussé un petit cri de frayeur. « Non, reprit-elle, rassurée. Ce n'est rien. J'avais cru qu'il allait la frapper. Elle est repartie vers la maison et il vient par ici. » Sobek arriva bientôt. Il était furieux. « Si seulement cette femme pouvait se faire dévorer par un crocodile !» s'écria-t-il. « Mon père était décidément plus fou qu'il ne l'a jamais été le jour où il l'a choisie pour concubine. » « Qu'a-t-elle dit ?» demanda Ori avec intérêt. « Elle m'a insulté comme d'habitude. Elle m'a demandé si mon père m'avait de nouveau chargé de vendre son bois. Sa langue pique comme celle d'un serpent. J'aurais plaisir à la tuer. » Il s'avança sur le terre-plein qui se trouvait devant le tombeau et, ramassant un caillou, le jeta rageusement dans la vallée. La pierre bondit de roc en roc sur la falaise avec un bruit que Sobek semblait trouver agréable à ses oreilles. Il se baissait pour en prendre un autre, plus grosse, qu'il venait de déplacer légèrement, quand une vipère lovée sous la pierre darda la tête vers lui en sifflant. Sobek recula d'un bond, saisit un lourd morceau de roche et, d'un coup bien dirigé,
écrasa la tête de l'animal sur laquelle il s'acharna ensuite, frappant la bête morte à coups redoublés, tout en murmurant des mots indistincts. Renisambe, debout à côté, s'écria « Ça suffit, Sobek, elle est morte !» Sobek jeta la pierre et se releva en riant. « Ça fait toujours un serpent venimeux de moins sur la terre. » Sa bonne humeur retrouvée, il repartit vers la vallée. « J'ai l'impression, dit Renisambe à voix basse, que Sobek aime tuer. » Je le crois. Ori avait parlé d'un ton très simple, en homme qui reconnaît un fait dont l'évidence lui est depuis longtemps apparue. Renisambe le regarda avec surprise. Puis elle dit « Les serpents sont dangereux, mais cette vipère était bien belle. » Elle contemplait la bête morte et, pour une raison qui lui échappait, son cœur battait à coups précipités. « Je me souviens, dit Ori, qu'un jour, alors que nous étions tous des enfants, Sobek attaqua Yamoz. L'autre avait 1 an de plus que lui, mais Sobek était plus grand et plus fort. Il avait facilement pris le dessus et, secouant Yamoz, il lui frappait la tête sur le sol. Ta mère accourut et les sépara. Je la revois encore, regardant Yamoz et faisant la leçon à Sobek. Il ne faut pas faire des choses comme ça. C'est dangereux. Tu m'entends ? C'est dangereux. Après un court silence, il ajouta. Elle était très jolie. C'était mon avis d'enfant. Tu lui ressembles, Renisambe. Vraiment ? Elle était ravie. Elle reprit. Yamoz était grièvement blessé ? Moins qu'on ne l'aurait cru. Sobek, le lendemain, fut très malade. Peut-être parce qu'il avait mangé quelque chose de mauvais, mais plus probablement, c'était l'opinion de ta mère, parce qu'il était furieux. Oui, dit Renisambe, Sobek a un caractère effrayant. Pensive, elle regardait la vipère morte. Elle finit par détourner les yeux. Elle frissonnait. Quand Renisambe regagna la maison, Kameni était assis sous le porche, un rouleau de papyrus sur les genoux. Il chantait. Elle s'arrêta pour écouter. Il disait « J'irai à Memphis, j'irai trouver Ptah, Dieu de la vérité, et je dirai à Ptah, donne-moi ma sœur ce soir. Le fleuve est de vin, Ptah en est le rosseau, Saket le lotus, Hérite le bouton, Néfertum la fleur. Et je dirai à Ptah, donne-moi ma sœur ce soir. L'aurore transparaît dans sa beauté. Memphis est un plat de pommes d'amour dressé devant elle. » Levant la tête, il aperçut Renisambe. Il lui sourit et dit « Tu aimes ma chanson, Renisambe ? Qu'est-ce que c'est ? Une chanson d'amour de Memphis. » La regardant dans les yeux, il reprit d'une voix très douce. « Ses bras sont chargés de branches fleuries. Sa chevelure est lourde de parfums. Elle est comme une princesse du Seigneur des 2 terres. » Renisambe sentit une rougeur monter à ses joues. Vivement, elle entra dans la maison où elle faillit se heurter à Nofret. « Pourquoi es-tu si pressée, Renisambe ?» Le ton de Nofret était acerbe et Renisambe la regarda avec étonnement. Nofret ne souriait pas. Elle avait l'air de mauvaise humeur et Renisambe remarqua qu'elle serrait les poings. « Excuse-moi, Nofret, je ne t'avais pas aperçu. Il fait sombre ici dedans quand on vient de l'extérieur. »« Oui, il fait sombre. » Après un silence,
Nofrette reprit. On est mieux dehors, sous le porche, à écouter les chansons de Kameni. Il chante bien, n'est-ce pas? Oui, il chante même très bien. Et pourtant, tu n'es pas resté pour l'entendre. Il doit être déçu. Renisambe eut conscience que ses joues s'enflammaient de nouveau. Elle se sentait mal à l'aise sous le regard de Nofrette, froid et méprisant. « Est-ce que tu n'aimerais pas les chansons d'amour, Renisambe ? » Ce que j'aime et ce que je n'aime pas, Nofrette, en quoi cela peut-il t'intéresser ? Tiens, tiens, les petits chats ont des griffes. Que veux-tu dire ? Nofrette se mit à rire. Tu es moins sotte que tu en as l'air, Renisambe. Ainsi tu trouves que Kameni est beau garçon. Je suis sûre qu'il sera content de le savoir. Nofrette, tu es odieuse. Renisambe avait lancé ces mots d'une voix chargée de colère. Elle s'éloigna vivement vers l'intérieur de la maison, poursuivie par le rire moqueur de Nofrette. Cette nuit-là, Renisambe fit un rêve. Elle était avec Kay, voguant avec lui sur la barque de la mort au royaume des ombres. Kay était debout et elle le voyait de dos. Comme l'aube approchait, il tourna la tête et elle s'aperçut que ce n'était pas Kay, mais Kameni. Presque au même instant, la tête de serpent qui se trouvait à la proue de la barque se mit à s'agiter et à prendre vie. Elle vit que c'était une vipère et pensa « C'est le serpent qui se glisse dans le tombeau pour manger les âmes des morts. » La peur la paralysait. Elle découvrit alors que le serpent avait le visage de Nofrette. Elle cria « Nofrette, Nofrette !» et s'éveilla. Allongée, le cœur battant, elle se répétait qu'il s'agissait d'un rêve, qu'il n'y avait rien de réel dans tout cela. Et soudain, elle s'avisa d'une chose. Nofrette. C'était ce mot que Sobek ne cessait de murmurer entre ses dents, hier, tandis qu'il s'acharnait sur le serpent qu'il venait de tuer. Chapitre 7. Premier mois de l'hiver, 5e jour. Le rêve de Renisambe l'avait laissé incapable de retrouver le sommeil. Obsédée par la pensée de ce mal obscur dont elle sentait la présence dans la maison même, elle entendit le jour, tombant parfois dans un assoupissement dont elle se réveillait aussitôt. Très tôt, elle se leva et sortit. Ses pas la conduisirent, comme il faisait souvent, au bord d'une île. Il y avait déjà des pêcheurs sur le fleuve. Parmi d'autres embarcations, dont une brise très légère n'arrivait pas à gonfler les voiles, un grand bateau à rameurs, remontant le courant, s'en allait vers Thèbes. Renisambe se sentait au cœur un désir vague dont elle ne parvenait pas à préciser la nature. « J'ai envie de quelque chose », se répétait-elle. « Mais de quoi ?» Kay était mort, il ne reviendrait pas. Il fallait l'oublier. Elle allait, s'interrogeant, quand elle aperçut, debout, immobile au bord du fleuve, une silhouette qui regardait la barque qui montait vers Thèbes. C'était Nofrette. Nofrette, toute seule ? À quoi pouvait-elle penser ? Brusquement, Renisambe s'avisa qu'elle ne savait pas grand-chose de Nofrette, et les autres non plus. Du premier jour, ils l'avaient tous considérée comme une étrangère, comme une ennemie. Aucun d'eux n'avait montré la moindre curiosité de sa vie passée, aucun ne s'était demandé qui elle était, quelle était sa famille, d'où elle venait. Et Renisambe se disait pour la première fois qu'il devait être, pour Nofrette, bien triste de se trouver ainsi, toute seule, dans une maison où elle ne comptait pas d'amis et où tout le monde, ou presque, la détestait.
Renisemble s'approcha de Nofrette, qui tourna la tête à son arrivée, avant de se remettre à regarder le Nil. « Il y a beaucoup de bateaux sur le fleuve ?» dit Renisemble au bout d'un instant. « Oui. » Renisemble, sans raison, ce mouvement d'amitié qui la portait vers Nofrette, reprit. « La région d'où tu viens ressemble-t-elle à celle-ci ?» Nofrette eut un rire amer. « Sûrement pas !» s'écria-t-elle. « Mon père est un marchand de Memphis. Là-bas, on rit, on s'amuse. Il y a de la musique, des chansons et des danses. Mon père voyage beaucoup et je suis allée avec lui en Syrie, à Byblos, au-delà du nez de Gazelle. Dans un gros bateau, j'ai été avec lui sur la grande mer. » Elle s'était animée en parlant, et il y avait de l'orgueil dans sa voix. Renisemble réfléchissait. Son esprit travaillait lentement, mais elle comprenait et se mettait très bien à la place de Nofrette. « Tu dois t'ennuyer ici ?» dit-elle doucement. Nofrette ricana. « Ici, c'est mort, mort. Il n'est question que de labour, de semailles, de pâturage et de moisson. Quand on discute, c'est des cours, des céréales et du prix du lin. » Renisemble, toujours aux prises avec des idées qui ne lui étaient pas familières, regarda Nofrette à la dérobée. Elle a eu l'impression, presque physique, que la jeune femme était très malheureuse, qu'il y avait en elle à la fois de la colère et du désespoir. « Elle est aussi jeune que moi, » songea Renisemble, « plus jeune même, et elle se trouve être la concubine d'un vieil homme prétentieux, gentil, mais ridicule, mon père. » De Nofrette, que savait-elle ? Rien du tout. Et Scorie avait voulu lui faire comprendre, quand elle avait déclaré que Nofrette était belle, cruelle et mauvaise. Il lui avait dit « Quel enfant tu fais, Renisemble ?» Elle se rendait compte maintenant de ce que cette phrase signifiait. Les mots qu'elle avait prononcés, elle ne voulait rien dire. Il n'est pas si facile de juger quelqu'un. Nofrette avait un sourire cruel, mais qui pouvait dire quelle tristesse, quelle amertume, quel désespoir il dissimulait ? Qu'avait-on fait pour que Nofrette fût heureuse à la maison ? D'une voix quasi enfantine, elle dit soudain : « Tu nous détestes tous, Nofrette, et je comprends pourquoi. Nous n'avons pas été gentils avec toi, mais il n'est pas trop tard. Ne pourrions-nous, toi et moi, être désormais comme deux sœurs ? Tu es loin de tout ce que tu connais, loin des tiens, tu es seule. Veux-tu de mon amitié ?» Ces mots tombèrent dans le silence. Nofrette avait détourné son visage. Ses yeux, ensuite, rencontrèrent ceux de Renisemble. Ils n'exprimaient rien. Renisemble crut un instant voir leurs regards s'adoucir. Nofrette semblait hésiter, comme touchée par les paroles qu'elle venait d'entendre. Ce fut dans la tranquillité de ce matin clair et paisible, un moment étrange, un moment dont Renisemble devait par la suite se souvenir souvent. Mais bientôt, par touches insensibles, le visage de la jeune femme prenait une expression cruelle et mauvaise, avec dans les yeux tant de haine que Renisemble recula d'un pas. « Va-t'en !» lui dit Nofrette très bas, une flamme farouche dans le regard. « Va-t'en ! Je ne veux rien de toi ni des autres. Vous êtes tous de stupides idiots, tous et... » Elle s'interrompit brusquement, tourna le dos à Renisemble et s'enfuit à grands pas vers la maison. Renisemble la suivit à distance. Les mots violents de Nofrette, si curieux que ce fût, n'éveillaient en elle aucune colère, aucun ressentiment.
Il lui faisait simplement entrevoir un abîme de haine et de désespoir, quelque chose qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'aurait même jamais soupçonné et, confusément, elle songeait seulement qu'il devait être bien pénible de haïr. Comme Nofret traversait la cour, une des filles de Kate, courant après sa balle, vint se jeter dans ses jambes. Nofret l'écarta d'un geste brutal et l'enfant, tombant par terre, éclata en sanglots. Renisambe accourut, la releva et s'écria d'une voix indignée. « Tu n'aurais pas dû faire ça, Nofret. Elle s'est fait mal. Elle a une coupure au menton. » Nofret partit d'un rire aigu. « Et pourquoi traiterais-je avec égard tous ces gosses trop gâtés? Est-ce que leur mère me ménage, elle ?» Kate, alertée par les hurlements de sa fille, sortait de la maison. Elle examina la blessure et, furieuse, se tourna vers Nofret. « Démon, serpent, tu verras ce que nous te ferons !» Sans plus entendre, elle frappa Nofret au visage. Renisambe poussa un cri et retint son bras avant qu'elle n'eût eu le temps d'ajouter au premier un second coup de poing. « Kate, Kate, il ne faut pas faire ça !»« Et pourquoi ? Laisse donc Nofret s'occuper de ses affaires. Elle n'est jamais qu'une fille comme il y en a d'autres. » Nofret n'avait pas bougé. Le poing de Kate avait laissé une marque rouge sur sa joue et, au coin de l'œil, une petite coupure, provoquée par le bracelet de Kate, commençait à saigner. Elle se tenait très droite, immobile, avec, dans le regard, une expression non de haine, mais de triomphe. Un sourire sur les lèvres, un sourire cruel que Renisambe ne voyait pas sans inquiétude. D'une voix calme, Nofret dit « Je te remercie, Kate. » Puis, elle entra dans la maison. Eneth accourut à l'appel de Nofret, poussa à sa vue toute une série d'exclamations à laquelle la jeune femme mit fin en l'invitant à aller lui chercher Kameni. « Dis-lui d'apporter un rouleau de papyrus, » ajouta-t-elle. « Je veux qu'il m'écrive une lettre pour le maître. » Les yeux fixés sur la joue encore rouge de Nofret, Eneth répéta. « Pour le maître ? J'ai compris. Qui t'a fait ça ? » « Kate. » Le souvenir de la scène amenait un sourire sur les lèvres de Nofret. Eneth secoua la tête et fit claquer sa langue. « C'est mal, très mal. Il est certain que le maître doit être mis au courant. » Jetant à Nofret un rapide coup d'œil de côté, elle insista. « Oui, il faut absolument qu'Imhotep soit informé. »« Toi et moi, » dit doucement Nofret, « nous sommes du même avis. J'estime, comme toi, que nous devons veiller à ce qu'il sache. » Détachant de sa robe une très jolie broche, une améthyste montée sur or, elle la mit dans la main d'Eneth. « Toi et moi, Eneth, nous voulons que le maître soit heureux. »« Mais c'est trop beau pour moi, Nofret, tu es trop généreuse. »« Imhotep et moi, nous apprécions la fidélité. » Nofret souriait, les yeux presque clos. « Va me chercher Kameni, » conclut-elle, « et reviens avec lui. Vous serez, lui et toi, les témoins de ce qu'il s'est passé. » Kameni arriva bientôt un peu à contre-cœur et la mine maussade. « Tu n'as pas oublié, je pense, » lui dit Nofret d'une voix impérieuse, « les instructions que t'a données Imhotep avant son départ. »« Non. »« Le moment est venu de les appliquer. Assis-toi et prépare-toi à écrire ce que je vais te dicter. » Kameni, hésitant encore, elle ajouta avec impatience. « Ce que tu vas écrire, c'est ce que tu auras vu de tes propres yeux et entendu de tes oreilles. Eneth confirmera tout ce que je vais dire et le message devra partir le plus tôt possible et en grand secret. » Kameni dit très lentement. « Je n'aime pas beaucoup. » Nofret ne le laissa pas achever. « Je n'ai pas à me plaindre de Renisambe. Elle est molle, faible et un peu sotte.
Mais elle n'a pas cherché à me nuire. Est-ce que ça te rassure ?» Un peu de rose avait coloré les pommettes bronzées de Kameni. « Ce n'était pas à ça que je pensais. Je ne suis pas très sûre, » répondit Nofrette avec douceur. « Ne perdons plus de temps. Écris. »« Oui, » dit Enneth. « Écris. Toute cette histoire me fait une peine affreuse. Mais Imhotep doit être informé. Ce n'est que justice. Si désagréable qu'une chose nous soit, nous devons la faire quand le devoir l'ordonne. Tel a toujours été mon sentiment. » Nofrette ne put réprimer un petit ricanement. « Je te crois sur parole, Enneth, et c'est ton devoir que tu vas faire, ainsi que Kameni. Pour moi, je ferai ce qui me fait plaisir. » Kameni hésitait encore. Il paraissait soucieux. « Je n'aime pas ça, » déclara-t-il avec un peu d'irritation dans la voix. « J'estime, Nofrette, que tu devrais prendre le temps de la réflexion. »« C'est toi qui oses me dire ça ?» Kameni, rouge de confusion, détourna son regard. Nofrette, d'une voix adoucie, poursuivit. « Fais attention, Kameni. J'ai sur Imhotep une grosse influence. Il m'écoute. Jusqu'à présent, tu lui as donné satisfaction. » Le silence qui suivit était lourd de sens. « Est-ce une menace ?» demanda sèchement Kameni. « Peut-être. » Il regarda Nofrette longuement, puis baissa la tête. « Très bien, Nofrette, je t'obéirai. Mais je crois, oui, je crois que tu regretteras. »« Est-ce que ce serait toi qui me menacerais ?»« Non, Nofrette, je te donne une opinion. Voilà tout. » Chapitre 8. Deuxième mois de l'hiver, 10e jour. Les jours suivaient les jours et Renisemble, parfois, avait l'impression de vivre un rêve. Elle n'avait plus tenté de se rapprocher de Nofrette, qui maintenant lui faisait peur, peut-être parce qu'il y avait en elle quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Après la scène qui s'était déroulée dans la cour, Nofrette avait changé. Elle paraissait contente d'elle-même et des autres et semblait si heureuse de vivre que Renisemble en venait à se demander si elle ne s'était pas lourdement trompée en imaginant qu'elle souffrait d'être seule et loin des siens, dans un milieu hostile. Autour d'elle, pourtant, les choses ne s'étaient pas améliorées. Au contraire, depuis le départ d'Imhotep, Nofrette avait fait tout ce qu'elle avait pu, c'était du moins l'opinion de Renisemble, pour créer des difficultés entre les différents membres de la famille. Mais maintenant, ceux-ci faisaient bloc contre l'intruse. Satipi et Kate ne se chamaillaient plus. Satipi ne harcelait plus l'infortuné Yamoz. Sobek se tenait plus tranquille et se vantait moins. Hippi lui-même se montrait moins insolent avec ses aînés et plus maniable. La famille vivait dans une harmonie nouvelle qui aurait donné à Renisemble la paix de l'esprit si elle n'avait laissé deviner, sous-jacente, une hostilité affirmée et chaque jour plus nette contre Nofrette. Satipi et Kate ne se prenaient plus de querelle avec elle. Les deux femmes lui parlaient plus, l'évitaient et, dès qu'elle apparaissait, rassemblaient leurs enfants pour les éloigner. De petits accidents bizarres, cependant, commençaient à se produire. Une robe de Nofrette avait été brûlée par un fer trop chaud, une autre abîmée par un flacon de teinture renversé par-dessus par mégarde. Un soir, Nofrette avait trouvé un scorpion dans son lit. Les plats qu'on lui servait étaient trop assaisonnés ou ne l'étaient pas assez. Un jour, elle découvrait dans son pain une souris morte. En bref, il était clair que quelqu'un s'ingéniait à la persécuter sans cesse en veillant à ce qu'aucune accusation précise ne pût être portée contre qui que ce fût. Du travail de femme, évidemment. La vieille Essa, un jour, décida de faire comparaître devant elle Satipi, Kate et Renisemble. Quand elles arrivèrent dans sa chambre, Enneth était auprès d'elle. Elle hochait la tête et se frottait les mains. Le regard ironique d'Essa
se posa sur le groupe des 3 femmes. « Voici donc mes 3 petites filles, » s'écria-t-elle. « Mes 3 petites filles qui sont si fortes. Mais qu'est-ce que vous vous imaginez faire? Qu'est-ce qu'on me raconte? Il paraît qu'une des robes de Nofrette a été complètement gâchée et qu'on lui sert une cuisine absolument immangeable. » Satipi et Kate échangèrent un sourire. « Nofrette se plaint ?» demanda Satipi. De la main, Esa remit en place sa perruque, qui était toujours un peu de travers. « Non, » répondit-elle. « Elle ne se plaint pas et c'est justement ce qui m'inquiète. » Satipi secoua la tête. « Moi, ça ne m'inquiète pas. »« Parce que tu es une sotte, » répliqua Esa. « Nofrette, à elle seule, a 2 fois plus de cervelle que vous 3 réunis. » « C'est ce qu'il reste à voir ?» riposta Satipi avec bonne humeur et manifestement très contente d'elle-même. « Mais enfin, » reprit Esa, « que croyez-vous donc être en train de faire ?» Le beau visage de Satipi prit soudain une étrange expression de dureté. « Esa, dit-elle, tu es une vieille femme, je le rappelle sans te manquer de respect, et parce que tu es âgée, tu ne vois plus les choses comme nous les voyons, nous qui avons mari et enfants. Cette étrangère, nous ne l'aimons pas, nous ne voulons pas d'elle, et nous avons décidé de nous occuper de ça nous-mêmes. » « Belle parole, » fit Esa. « Seulement des discours. Les esclaves qui tournent la meule du moulin peuvent en prononcer, eux aussi. »« La sagesse parle par ta bouche, » déclara sentencieusement Ennet. Esa se tourna vers elle. « Voyons, Ennet, qu'est-ce que Nofrette dit de ce qu'il se passe? Tu dois le savoir, puisque tu ne la quittes guère. »« J'obéis aux ordres du maître. La chose m'ennuie, bien sûr, mais je dois me conformer aux instructions d'Imhotep. J'espère que vous ne pensez pas... » Esa coupa court aux lamentations qu'elle pressentait devoir suivre. « Nous te connaissons, Ennet, toujours dévoué et rarement remercié comme tu devrais l'être. Ce que je te demande, c'est ce que tu dis, Nofrette. » Ennet eut un geste vague. « Elle ne dit rien. Elle se contente de sourire. » « C'est bien ce que je pensais. » Esa prit une pastille de jujube dans un petit plat qui se trouvait à portée de sa main, l'examina, la mit dans sa bouche et, avec une vivacité soudaine, s'écria. « Vous êtes des imbéciles toutes les 3. Celle qui peut tout ici, c'est Nofrette. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous allez au-devant de ses vœux et je suis sûre qu'elle est ravie de ce que vous faites. » Satipi répliqua d'une voix brève. « Erreur. Nofrette est seule contre plusieurs. Que peut-elle » Esa eut un sourire amer. « Elle peut, » répondit-elle. « Ce que peut une jeune et jolie femme mariée à un homme qui commence à vieillir. Je sais dont je parle. » Brusquement tournée vers Ennet, elle ajouta. « Et Ennet sait bien ce que je veux dire. » Surprise, Ennet poussa un soupir et commença à se tordre les mains. « Sans doute, » dit-elle. « Le maître, comme il est naturel, fait d'elle le plus grand cas. »« Va à la cuisine, » reprit Esa, « et rapporte-moi quelques dattes, du miel et un peu de vin de Syrie. » Ennet sortit, elle poursuivit. « Tout ça, mes enfants, finira très mal, j'en ai la conviction. Satipi, c'est toi qui mènes tout. Méfie-toi, tu te crois très forte et tu fais le jeu de Nofrette. » Elle se renversa en arrière et ferma les paupières. « Je vous ai prévenu. Maintenant, allez-vous-en. » Elles se retirèrent, gagnant ensemble les bords de la piscine. « Ainsi, dit Satipi, nous serions au pouvoir de Nofrette. Esa est tellement vieille qu'elle se fourre dans la tête les idées les plus invraisemblables. C'est nous qui avons Nofrette en notre pouvoir. Nous ne ferons rien contre elle qui puisse nous être reproché,
Mais j'ai bien l'impression qu'avant longtemps, elle regrettera d'être venue ici. »« Tu es cruel !» s'écria Renisambe. « Cruel !» Satipi sourit, amusé. « Tu ne vas pas me dire, Renisambe, que tu aimes Nofrette ?»« Non, je ne l'aime pas. Mais tu as tellement l'air de vouloir te venger. Je pense à mes enfants et à Yamose. Je ne suis pas une femme qui oublie les injures et j'ai de l'ambition. C'est avec joie que je tordrai le cou à Nofrette. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples et il faut agir de telle façon qu'Imhotep n'ait aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit. C'est difficile, mais, tout bien considéré, je crois que c'est réalisable. » La lettre arriva comme un harpon sur un poisson. Yamose, Sobek et Hippi, silencieux et stupéfaits, écoutaient Ori, le rouleau de papyrus entre les mains, leur lisait le message. « N'ai-je point dit à Yamose que je le tiendrais pour responsable de ce qu'il pourrait arriver de désagréable à ma concubine ? Comme les choses vont actuellement, je suis contre vous et vous êtes contre moi. Vous n'avez pas respecté Nofrette, ma concubine, et je ne vivrai plus sous le même toit que vous. Vous n'êtes plus les enfants de ma chair, ni Yamose, ni Sobek, ni Hippi. Tous, vous avez mis à ma concubine le fait est attesté par Kameni et par Annette. Je vous chasserai de ma maison tous. Je vous ai fait vivre, mais ma générosité s'arrête ici. C'est maintenant le prêtre de Ka qui s'adresse à Ori. Toi qui m'as été fidèle, comment est ta santé ? Salue ma mère Eza, ma fille Renisambe et Ennet. Occupe-toi de mes affaires avec soin jusqu'à mon retour et vois à préparer l'acte en vertu duquel ma concubine Nofrette, devenue ma femme, partagera avec moi l'ensemble de mes biens. Yamose ne deviendra pas mon associé, non plus que Sobek, et je les en tiendrai pas plus longtemps, car je les accuse d'avoir porté tort à ma concubine. Veille à tout jusqu'à mon retour. Qu'il est triste pour un homme de contester que les siens sont les ennemis de sa concubine. Pour Hippi, donne-lui un avertissement et fais-lui comprendre que, s'il fait quoi que ce soit contre ma concubine, lui aussi sera chassé de ma maison. » Il y eut un long silence embarrassé. Puis, brusquement, Sobek se leva. Il était furieux. « Qu'est-ce que tout ça signifie ? Qu'a-t-on été raconté à notre père ? Quel mensonge lui a-t-on glissé dans l'oreille ? Et allons-nous tolérer ça ? Un père ne peut pas déshériter ainsi ses fils et donner tous ses biens à sa concubine. »« Il est certain, » répondit Ori avec douceur, « que la chose provoquerait des commentaires désagréables. Cette action sera sévèrement jugée, mais légalement, Imhotep serait dans son droit. Il peut disposer de ses propriétés ainsi qu'il l'entend. Elle l'a ensorcelé. Cette femme est un serpent. » Yamose, encore abasourdi, murmura. « C'est inconcevable. Ce ne peut pas être vrai. »« Mon père est fou !» s'écria Hippi. « Elle a réussi à le dresser même contre moi. » Ori était grave. Il dit « Imhotep, d'après son message, reviendra très prochainement. À ce moment-là, sa colère sera sans doute apaisée. Il ne fera peut-être pas ainsi qu'il dit. » Il y eut derrière lui un petit rire bref et désagréable. Il se retourna. C'était Satipi, debout à l'entrée de la pièce. « Ce qui signifie, dit-elle, que nous n'avons rien de mieux à faire qu'à attendre. C'est bien ça, n'est-ce pas, excellent Ori ? » ?»« Que veux-tu faire d'autre ? » demanda Yamose. « Ce que je veux faire ?» La voix de Satipi s'élevait au plus haut de son registre. « Mais qu'est-ce que vous avez donc dans les veines, tous ? Du lait ? Yamose, je suis fixée là-dessus, n'est pas un homme. Mais toi, Sobek, une maladie comme ça, tu ne sais donc pas comment ça se soigne ?
Un bon poignard dans le cœur et cette fille ne nous ennuiera plus. »« Satipi !» s'écria Yamose. « Mon père ne nous pardonnerait jamais. »« Tu crois ça ? Une concubine morte, laisse-moi te le dire, c'est tout autre chose qu'une concubine vivante. Si elle venait à disparaître, le cœur d'Imhotep retournerait à ses fils et à leurs enfants. D'ailleurs, saurait-il comment elle est morte ? Qui nous empêcherait de lui dire qu'elle a été piquée par un scorpion ? Nous serions tous d'accord. Alors, mon père saurait la vérité, déclara Yamose, et Ned serait là pour le lui dire. Satipi éclata de rire. Ah, voilà bien Yamose le prudent, l'aimable et craintif Yamose. C'est toi qui devrais soigner les enfants et t'occuper du ménage, et non moi. Et dire que je croyais épouser un homme. Mais toi, Sobek, toi qui toujours racontes tes exploits, où est ton courage ? Je le jure par Ra, s'il y a un homme ici, c'est moi. Tournant sur les talons, elle s'éloigna, dédaigneuse. Kate, qui se tenait derrière elle, avança d'un pas. « Satipi dit la vérité, » déclara-t-elle d'une voix que l'émotion altérait. « Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes là, tous les trois. Toi, Yamose, toi, Sobek, et toi, Hippie, et vous ne faites rien. Tu ne penses donc pas à tes enfants, Sobek ? On te jette dehors et ils mourront de faim. Très bien. Puisque tu ne veux rien faire, c'est moi qui ferai quelque chose. Ah, non, vous n'êtes pas des hommes. » Elle se retira, indignée. « Par les 9 dieux !» s'écria Sobek. « Elle a raison. Il s'agit d'une besogne d'hommes et nous restons là à bavarder et à hocher la tête. » À grands pas, ils allaient vers la porte. Ori le rappela. « Sobek, Sobek, où vas-tu ? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Du seuil, Sobek se retourna pour lui répondre. Il y avait dans sa voix autant de fierté que de résolution. « Je ferai quelque chose, c'est tout ce que je peux te dire. Et ce quelque chose, je le ferai avec joie. » Chapitre 9. 2e mois de l'hiver. 10e jour. Renisemble s'avança sous le porche et resta là un moment, la main en abat-jour au-dessus de ses yeux pour les protéger de la lumière trop éclatante. La peur l'habitait, une peur qui parfois la faisait frissonner, cependant qu'à voix basse elle se répétait, presque machinalement, la phrase qui la torturait. « Il faut que je prévienne Nofrette. Il faut que je prévienne Nofrette. » Derrière elle, dans la maison, elle entendait les voix des hommes, celles de Yamose et de Sobek, qu'elle confondait parfois, et celles plus hautes et plus claires, enfantines encore, d'Hippie. « Satipi et Kate ont raison, » disait-il. « Il n'y a pas d'homme dans cette maison. Mais moi, je suis un homme, sinon par l'âge, du moins par le cœur. Nofrette s'est moquée de moi. Elle a ri de moi. Elle m'a traité comme un enfant. Je lui montrerai qu'elle se trompe. La colère de mon père ne m'effraie pas. Je le connais. Elle l'a ensorcelée, mais si elle n'était plus, son cœur me reviendrait. À moi, celui de ses fils qu'il aime le mieux. Vous me considérez tous comme un enfant, mais vous verrez. » Se précipitant hors de la maison, il se heurta à Renisemble et faillit la jeter par terre. Elle le retint par sa manche. « Hippie, où vas-tu ? » ?»« À la recherche de Nofrette. Elle verra si elle peut se moquer de moi. »« Attends un peu et calme-toi. Il ne faut rien faire dans la colère. » Il eut un ricanement de mépris. « Tu es bien la sœur de Yamose, de la prudence, de la circonception. Rien ne presse. Yamose est une vieille femme et Sobek est très fort. En parole. Laisse-moi aller, Renisemble. » D'un mouvement brusque, il se dégagea. Renisemble dut se résigner à le laisser partir. Et Ned, qui sortait de la maison, murmura. « Tout cela n'annonce rien de bon. Qu'allons-nous devenir ?
Hippie, ayant entendu, se retourna vers elle. « Où est Nofrette, Énette ?»« Ne lui dis pas, Énette !» Renisambe avait parlé trop tard. Énette, déjà, répondait. « Elle est sortie par le sentier de derrière. Elle doit être du côté des champs de lin. » Hippie, revenant sur ses pas, partit pour contourner la maison. Renisambe, la voix grosse de reproche, déclara à Énette qu'elle n'aurait pas dû donner à Hippie le renseignement qu'il lui demandait. Énette, du ton plus rare qui lui était ordinaire, répondit. « Tu ne fais pas confiance à la vieille Énette et, pourtant, elle sait ce qu'elle fait. Le gamin a besoin de se calmer. Il ne trouvera pas Nofrette par là. Elle est ici, dans le pavillon, avec Kameni. » Insistant, sans nécessité apparente, elle répéta. « Avec Kameni. » Renisambe était déjà en route. Dans la cour, la petite Téti, qui promenait son lion de bois au bout d'une ficelle, courut au-devant de sa maman. Renisambe la prit dans ses bras pour l'embrasser. Mieux que jamais, en ce moment, elle comprenait la force qui poussait Kate et sa Hippie. C'étaient des mères qui se battaient pour leurs enfants. Elle pressait si fort sa fille sur son sein que Téti protesta. « Ne me serre pas tant, maman, tu me fais mal. » Renisambe posa l'enfant et d'une marche un peu ralentie, gagna le pavillon. Nofrette et Kameni, qui s'y tenaient debout à côté l'un de l'autre, tournaient la tête à son approche. « Nofrette ?» dit Renisambe d'une voix pressée. « Je suis venue te prévenir. Fais attention et garde-toi. » Une expression amusée passa sur le visage de Nofrette. « fit-elle. « Les chiens aboient ? On te veut du mal, Nofrette. » La jeune femme secoua la tête. « Personne ne peut me faire de mal, » déclara-t-elle avec une belle confiance. « Qu'on me fasse quelque chose, ton père en serait immédiatement informé et il me vengerait. Ils le comprendront dès qu'ils s'accorderont le temps de réfléchir. » Riant à pleine gorge, elle poursuivit. « Ce que ces gens-là peuvent être bêtes. Avec leurs insultes et leurs petites misères qu'ils m'ont faites, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils faisaient exactement ce que je souhaitais. » Il y eut un moment de silence. « Ainsi, dit lentement Renisambe, tu avais tout combiné ? Et je te plaignais. Je m'imaginais que nous n'étions pas gentils avec toi. C'est bien fini maintenant. Tu es méchante, Nofrette. À l'heure du jugement, quand il te faudra te défendre des 42 péchés, tu ne pourras pas dire « je n'ai pas fait le mal ». Tu ne pourras pas dire non plus « je n'ai pas été cupide ». Et ton cœur, quand il sera pesé dans la balance avec la plume de la vérité, ton cœur pèsera bien lourd. Nofrette fronça le sourcil. « Je te trouve bien pieuse d'un coup, Renisambe. Et tu me surprends, car je ne t'ai rien fait à toi, et je n'ai rien dit contre toi. Demande à Kameni si tu ne me crois pas. » Sans attendre la réponse, Nofrette quitta le pavillon, traversa la cour et monta les marches conduisant au porche. Énette s'était portée à sa rencontre et les deux femmes pénétrèrent ensemble à l'intérieur de la maison. Renisambe se tourna vers Kameni. « Ainsi, Kameni, tu l'as aidé à nous faire ça ?» Alarmé, il répondit. « M'en voudrais-tu, Renisambe ? Que pouvais-je faire d'autre ?» Avant son départ, Imhotep m'avait fait jurer que j'écrirais, sous la dictée de Nofrette, tous les messages qu'elle jugerait bon de lui faire parvenir. Pouvais-je ne pas tenir parole ? Dis que tu ne me blâmes pas, Renisambe. Je ne te blâme pas. Il te fallait, j'imagine, obéir aux ordres de mon père. La chose ne me plaisait pas, et il est exact, comme Nofrette te l'a dit,
qu'il n'y avait pas un mot contre toi dans la lettre. Comme si ça ne m'était pas égal. À moi, cela ne m'est pas égal. Nofrette aurait pu dire n'importe quoi. Je n'aurais jamais écrit un mot qui pût te nuire. Tu peux me croire, Renisambe. Renisambe demeurait perplexe. Elle voyait bien ce que Kameni désirait lui laisser entendre, mais elle n'en était pas moins blessée, comme s'il lui avait manqué de quelque façon. Pourtant, que pouvait-elle bien lui reprocher? Encore qu'il fût son parent, il était un étranger, un jeune scribe venu de loin, un employé qui devait se conformer avec obéissance aux ordres de son maître. « Je n'ai écrit que la vérité, » reprit-il. « Il n'y avait pas un mensonge dans le message, je puis te le jurer. »« J'en suis bien sûre, » répondit Renisambe. « Nofrette est trop fine pour recourir au mensonge. » Au bout du compte, la vieille Esa avait raison. Satipi et Kate, avec leur menue persécution, avaient fait très exactement ce que Nofrette souhaitait qu'elle fisse. Son sourire narquois ne s'expliquait que trop bien. « Oui, » déclara Renisambe, suivant sa pensée, « elle est mauvaise et méchante. » Kameni fit un signe d'assentiment. « C'est vrai, elle aime faire le mal. » Renisambe le dévisagea. Son regard interrogeait. « Il y a longtemps que tu le sais, n'est-ce pas? Tu l'as connue à Memphis. » Kameni rougit, mal à l'aise. « Je ne la connaissais pas très bien, mais j'avais entendu parler d'elle. On disait que c'était une fille orgueilleuse, ambitieuse, dure, et qui ne pardonnait jamais. » Renisambe eut un mouvement de colère. « Non, je ne peux pas croire que mon père mettra ses menaces à exécution. Il est furieux pour le moment, mais il ne commettra pas une telle injustice et à son retour, il aura oublié. »« Quand il reviendra, » répliqua Kameni, « Nofrette verra ce qu'il ne change pas d'avis. Tu ne la connais pas, Renisambe. Elle est adroite, elle sait ce qu'elle veut, et ne l'oublie pas, elle est très belle. »« Oui, » dit Renisambe, pensive, « elle est très belle. » Pour quelques obscures raisons, elle se sentait elle-même diminuée par la beauté de Nofrette. Renisambe passa l'après-midi à jouer avec les enfants. Elle ne les laissa à leur jeu que quelques instants avant le coucher du soleil. Tout en se recoiffant et en remettant en place les plis de sa tunique froissée, elle se demandait comment il se faisait qu'elle n'eût à aucun moment aperçu Kate et Satipi. La maison était presque déserte. Personne dans la grande pièce et peu de monde dans le quartier des femmes. Esa dodelinait de la tête dans un coin de sa chambre, cependant que sa petite esclave marquait des piles de linge. Dans la cuisine, on préparait une fournée de pain triangulaire. Kate et Satipi demeuraient invisibles. Ori avait dû monter au tombeau. Yamos devait être avec lui ou dans les champs. Sobek et Hippie s'occupaient sans doute du bétail ou inspectaient les greniers à blé. Mais où avait bien pu passer Kate, Satipi et aussi Nofrette? Renisambe se posait la question, debout sur le seuil de la chambre vide de Nofrette. Le petit oreiller de bois, le coffret à bijoux, les bracelets innombrables, la bague ornée d'un scarabée bleu, les flacons de parfum, les pots d'onguents, les vêtements, les sandales, tout parlait de Nofrette. De Nofrette, l'étrangère et l'ennemie, qui vivait dans cette pièce, où son parfum flottait dans l'air. Mais où était-elle, elle? Renisambe, se retirant vers l'arrière de la maison, rencontra Ened qui rentrait. « Où tout le monde est-il passé ?» lui demanda-t-elle. « À part ma grand-mère, la maison est vide. »
Comment veux-tu que je sache, Renisambe? J'ai travaillé, j'ai tissé, je me suis occupée de 1000 choses. Tout ce que je sais, c'est que moi, je n'ai pas le temps d'aller me promener. » Ce qui signifiait, Renisambe ne se méprit pas sur le sens de la réponse, que quelqu'un était allé se promener. Peut-être Satipi avait-elle accompagné Yamos au tombeau, afin de l'inciter une fois encore à se conduire en homme. Mais où était Kate, qui jamais ne s'éloignait longtemps de ses enfants? Et, surtout, où était Nofrette? Comme si elle avait lu dans les pensées de Renisambe, Eneth répondit à cette dernière question. « Quant à Nofrette, elle est partie il y a longtemps pour se rendre au tombeau. » Avec un petit rire malveillant, elle ajouta. « Là-bas, elle a dû trouver à qui parler. Ori n'est pas bête, lui non plus. » S'approchant plus près encore de Renisambe, elle poursuivit. « Je tiens à te dire, Renisambe, combien toute cette histoire me rend malheureuse. Quand Nofrette est venue à moi, l'autre jour, la joue encore rouge du coup de poing qu'elle avait reçu et du sang qui coulait de sa petite blessure, elle m'a dit que Kameni allait écrire ce que j'avais vu. Et, naturellement, je ne pouvais pas dire que je n'avais rien vu. Ah, elle est forte, tu sais. Moi, n'est-ce pas, je pensais à ta pauvre maman. » Renisambe, impatientée, écarta Eneth de la main et s'en alla dans la lumière dorée du soleil couchant. Des ombres noires s'allongeaient sur les falaises et, partout, le paysage prenait, en cette dernière heure du jour, des aspects fantastiques. Renisambe se dirigea vers le sentier qui escaladait la falaise et pressa le pas. Elle voulait voir Ori. C'était lui qu'elle allait trouver quand elle était enfant, pour qu'il réparât ses jouets cassés. Lui aussi qui la rassurait lorsqu'elle était inquiète ou qu'elle avait peur. Ori était toujours là, immuable, solide, inchangé, comme les falaises elles-mêmes. « Quand je l'aurai vue, songeait Renisambe, tout ira bien. » Elle courait presque quand elle aperçut Satipi qui venait à sa rencontre. Elle devait être allée au tombeau, mais elle marchait de curieuse façon. Elle chavirait de droite et de gauche, trébuchant à chaque pas, comme si elle avait buté dans d'invisibles obstacles. Lorsqu'elle vit Renisambe, elle s'arrêta net et porta la main à sa poitrine. Renisambe, s'approchant, fut frappée de l'expression étrange de son visage. « Que se passe-t-il, Satipi? Tu es malade ?» Satipi, jetant autour d'elle des coups d'œil apeurés, répondit d'une voix rauque. « Non, non, bien sûr que non. » « Pourtant, tu n'as pas l'air bien. On dirait que tu as peur. Il est arrivé quelque chose ?»« Que veux-tu qu'il soit arrivé? Il n'y a rien eu, que sache. »« Où es-tu allé ?»« Je suis montée au tombeau à la recherche de Yamos, mais il n'était pas là-haut. Il n'y avait personne. » Renisambe était stupéfaite. Elle découvrait une Satipi qu'elle ne connaissait pas, une Satipi sans énergie et sans volonté. « Viens, Renisambe, rentrons. » Satipi avait posé sur l'avant-bras de Renisambe une main qui tremblait. Renisambe eut un mouvement de recul. « Non, je monte au tombeau. »« Mais puisque je te dis qu'il n'y a personne, ça ne fait rien. J'aime aller m'asseoir là-haut pour regarder le fleuve. Mais le soir tombe. Il est trop tard. » Les doigts de Satipi se crispaient sur le bras de Renisambe qui se dégagea. « Laisse-moi aller, Satipi. »« Non, viens, rentre avec moi. » Renisambe ne l'écoutait plus. À grands pas, elle était repartie vers le sentier. Son instinct lui disait qu'il était arrivé quelque chose. Elle se mit à courir. Et, soudain, elle vit quelque chose de noir qui gisait au pied de la falaise. Elle courut plus vite, et lorsqu'elle s'arrêta auprès de la chose, il n'y avait aucune surprise dans son regard. Ce spectacle, elle aurait pu dire qu'elle s'attendait à le voir.
Nofrette, les membres brisés, était allongée sur le sol, son visage tourné vers le ciel, les yeux ouverts. Renisambe se baissa et toucha la joue froide de la morte. Elle se releva et elle la regardait quand elle entendit, derrière elle, la voix de Satipi qui l'avait suivie à distance. « Elle a dû tomber !» disait-elle. « C'est forcément ça. Elle était sur le sentier de la falaise et elle est tombée. » Renisambe se dit que ce devait en effet être ce qui s'était produit. Nofrette était tombée du sentier et son corps, rebondissant sur les roches, s'était écrasé au pied de la falaise. Satipi poursuivit. « Elle aura peut-être vu un serpent qui lui aurait fait peur. Il y a des jours où il y en a beaucoup qui dorment au soleil dans la poussière du sentier. » Un serpent ? Renisambe voyait Sobek écrasant à coups de pied le serpent qu'il venait de tuer. Les yeux de Sobek luisaient de plaisir. Sobek, Nofrette. Ce fut pour elle un soulagement d'entendre la voix d'Ori. « Que se passe-t-il » Renisambe se retourna. Ori et Yamos approchaient. En un flot de paroles, Satipi leur expliqua que Nofrette avait dû tomber du sentier. « C'est probable » déclara Yamos. « Elle pensait sans doute nous retrouver au tombeau, mais Ori et moi, nous étions allés voir les travaux d'irrigation. Nous sommes partis depuis plus d'1 heure. C'est en revenant que nous vous avons aperçu. » Une voix dont le timbre la surprit, tant il lui paraissait étrange, Renisambe demanda « Où est Sobek ?» Il lui sembla qu'Ori détournait son regard. « Sobek ?» dit Yamos. « Je ne l'ai pas vu de l'après-midi. En fait, je ne l'ai pas revu depuis qu'il nous a quittés, dans la colère que vous savez. » Les yeux de Renisambe rencontrèrent ceux d'Ori, qui, une fois encore, se détournèrent. Il contemplait le corps mutilé de Nofrette, et Renisambe n'imaginait que trop ce que pouvait être le cours de ses pensées. Il murmura « Sobek ?»« Non !» s'écria Renisambe. « Non, sûrement non !» Satipi répétait « Elle est tombée du sentier. Il est extrêmement étroit, là, au-dessus, et très dangereux. » Sobek aimait tuer. « Je ferai quelque chose, et ce quelque chose je le ferai avec joie. » Cette phrase bourdonnait aux oreilles de Renisambe. Elle revoyait Sobek tuant la vipère. Puis elle l'imaginait, rencontrant Nofrette sur le sentier étroit. « Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. » Ces mots, elle les avait murmurés sans presque s'en apercevoir. Elle était accablée. Et ce fut avec joie indicible qu'elle entendit Ori prononcer une toute petite phrase qui conférait une valeur neuve à l'hypothèse émise par Satipi. Oui, elle a dû tomber du sentier. Renisambe eut l'impression qu'on la délivrait du fardeau qui pesait sur ses épaules. Elle regarda Ori et lut dans ses yeux. « Il sait, songea-t-elle. Lui et moi, nous savons. Et nous saurons toujours. » À haute voix, elle dit « Elle est tombée du sentier ?» Et Yamos dit, lui aussi, de sa voix douce « Elle est certainement tombée du sentier. »